parle du RIS. Nous avons eu un petit message, donc voilà, je clique, j'ai compris. Et donc, je vous parle depuis le RIS, un équipement municipal villeurbanais, qui a pour mission de valoriser les mémoires, les patrimoines, les cultures des habitants de cette ville. Alors, je vais essayer dans le même temps de vous partager mon écran, ce qui va expliquer déjà un premier élément. Voilà. À savoir que je vais vous parler, et je m'en excuse par avance, essentiellement à partir d'exemples urbains, métropolitains. Ça renvoie à la fois à ma situation actuelle, mais aussi à mon passé universitaire, qui était plutôt axé sur ce type de territoire. Alors, pour me faire pardonner un tout petit peu, je démarre sur une image qui renvoie à un lieu qui est assez éloigné des métropoles, puisqu'on est ici à Chazelles-sur-Yon, dans un très bel exemple de reconversion industrielle, ancienne usine de chapeaux, qui est devenue le musée du chapeau. Donc, un très, très bel exemple pour initier ce sujet. Alors, je vous proposerai donc une intervention en deux temps. D'abord, parce que ça me semble important, vous dire qu'est-ce que je mets derrière les mots, notamment reconversion, mais puisque c'est le sujet de mon intervention, mais en me référant également à d'autres mots qui sont voisins, qu'on se comprenne bien. Et puis, dans un second temps, j'évoquerai donc ce questionnement, finalement, du lien entre la reconversion d'édifices anciennement industriels et puis transmission des mémoires. Alors, pour ce qui concerne le vocable, donc ce premier temps, je me fie à quelques lectures donc, que je vous mentionnerai au fur et à mesure, par exemple ce manuel d'archéologie industrielle, et dans lequel on va trouver une liste de termes, des mots en re, comme on peut les qualifier, qui disent des interventions, des actions sur le bâti, en l'occurrence anciennement industriel. Et ceux que j'ai indiqués en rouge sont ceux sur lesquels je vais m'arrêter un petit peu plus, et tout particulièrement, bien sûr, celui de reconversion. Alors tout d'abord, le terme de rénovation. Alors là, je vous renvoie également à une autre référence que j'apprécie beaucoup, moi, que je trouve très, très stimulante, d'Emmanuel Réal, qui est qui est chercheur à l'inventaire du patrimoine de Normandie, et ce texte-là est d'ailleurs en ligne. Je vous signale d'ailleurs, vous avez peut-être un bruit de fond, j'ai un chantier de démolition, donc on est dans le sujet, dans le sujet de la rénovation, j'ai un chantier de démolition sous ma fenêtre, et donc la rénovation par rapport je dirais, aux mots communs que l'on a tendance à utiliser dans le registre architectural, urbanistique, ça renvoie à la question de la démolition-reconstruction. Alors, si on prend un exemple villeurbanais, c'est typiquement les anciennes usines Gilet qui ont été remplacées par un grand ensemble dans le cadre d'une rénovation urbaine du début des années 70. Le mot de réhabilitation, celui-ci renvoie à l'idée d'intervenir pour améliorer un existant, mais pour poursuivre sa vocation initiale. Et très classiquement, la réhabilitation, c'est le terme qui désigne l'intervention depuis plusieurs décennies sur le logement social, pour permettre une mise aux normes sur le plan isolation phonique, thermique, etc. Et pour poursuivre la mission de logement social qui est la sienne. Dans le domaine des héritages industriels, on va retrouver ce type de réhabilitation dans le bâti justement lié à l'activité industrielle. Ici, on est dans le nord, on est donc dans une ancienne cité minière, et donc il y a eu cette réhabilitation assez exemplaire de la cité des électriciens qui a permis de poursuivre une présence habitée dans ce lieu-là, tout en rajoutant une dimension qui est celle de la muséographie et celle du tourisme, en l'occurrence. Donc, on a vu rénovation, réhabilitation, la restauration. Alors, la restauration, c'est vraiment le registre de l'intervention pour rendre son aspect d'origine, avec beaucoup d'attention, à un bâtiment qui est reconnu comme ayant une grande valeur. C'est le registre du monument historique. Alors, effectivement, l'architecture industrielle est rentrée dans le champ du monument historique, même si elle y occupe une place modeste, mais effectivement, ce n'est pas le type d'intervention le plus courant sur ce type d'héritage.
La réutilisation, alors la réutilisation, c'est tout simplement quelque chose qui est aussi vieux que la production de bâtiments, hein. C'est tout simplement le fait de transformer l'usage tout en maintenant le bâtiment lui-même, avec quelques adaptations, quelques transformations, mais qui sont généralement assez minimalistes pour poursuivre une activité différente de celle qui préexistait. On a de beaux exemples à Villeurbanne, qui sont ceux qui ont permis d'ailleurs le maintien d'héritage industriel en ville à travers la réutilisation par la grande distribution. Ici, donc, le carrefour de Villeurbanne, qui est d'ailleurs un des plus anciens, un des premiers de France, dont on voit les toits en chède sur cette image. Et enfin, la reconversion, qui se différencie de toutes les interventions précédentes, et notamment de celle de la réutilisation par l'intentionnalité qui est la sienne. C'est en tout cas ce que nous propose Emmanuel Réal, de bien utiliser ce terme-là quand on a conscience d'une valeur patrimoniale du bâtiment, et donc quand on le transforme en essayant de respecter l'esprit des lieux et de transmettre la mémoire des fonctions d'origine de ce lieu. Donc, en résumé, cette notion de reconversion, moi, je l'utiliserai dans l'esprit, finalement, de la patrimonialisation. C'est d'ailleurs une intervention qui accompagne la reconnaissance patrimoniale, qui je dirais même, l'accentue d'un certain point de vue en lui redonnant de la valeur. Et c'est une intervention qui est censée prendre en compte les enjeux mémoriels. Donc, voilà pour le vocable. Et donc, j'en viens à mon second temps de présentation, à savoir comment cette activité ou cette intervention qui est la reconversion permet justement de transmettre des repères mémoriels sur l'activité industrielle préexistante. Donc là, je vous ai mis une autre référence que j'utiliserai, celle de Marina Gastier sur le bâtiment industriel au prisme de nouveaux défis. On peut repartir de ce qu'est l'usine dans une définition un peu générale, hein, mais qui vaut, je crois, pour tout type de bâtiment industriel. Dans le dictionnaire d'architecture de Quatremer de Quincy, donc il y a cette question de l'utilité. La condition première est vraiment l'utilité. Bon, même si on verra que ça n'est pas exclusivement une question d'utilité lorsque l'on construit des usines, il peut y avoir aussi d'autres préoccupations, mais ça reste quand même la préoccupation première et fondamentale. Donc, ça veut dire que l'architecture industrielle a justement cette particularité d'être transformée au fur et à mesure de l'évolution de l'activité elle-même, de l'évolution des techniques, l'évolution aussi du marché dans lequel s'inscrit l'activité industrielle. Et donc, quand on s'intéresse à un tellement industriel dans la durée, on se rend compte qu'il n'a cessé au fur et à mesure de son évolution, de sa durée, de se transformer. Donc finalement, la reconversion, c'est une étape supplémentaire de transformation, mais qui a la particularité, contrairement aux étapes précédentes, de tenir compte de ce qui précède, d'essayer de mettre en exergue, en valeur, les différentes vies de ce site ou de ce bâtiment. Donc, autre idée qui me semble tout à fait stimulante et riche, c'est qu'on peut considérer, en tout cas de nombreux architectes le considèrent, que la reconversion, c'est une création aussi, hein. C'est à la fois s'inscrire dans une continuité, mais c'est aussi apporter quelque chose d'autre dans un contexte qui est certes contraint, hein, puisque l'existant est vraiment mis au cœur de l'intervention, mais on sait bien que la contrainte dans le champ de la création artistique, c'est un moteur puissant. Et l'avantage aussi de l'intervention sur l'existant, c'est que ça permet justement de se démarquer par rapport à une tendance qui est lourde, hein, dans la production architecturale contemporaine, à une forme d'uniformisation. Bon, là, on a un bel exemple de reconversion, création, hein. Alors, ce n'est plus le siège social de Nestlé France, hein, cette ancienne chocolaterie de Noisiel, mais en tout cas, c'est bien ce propriétaire-là qui a voulu donc la reconversion à l'époque en siège social. Ce sont toujours des bureaux à l'heure actuelle.
Donc, ouais, cette caractéristique de la reconversion est importante, hein, de cette dimension donc de création en même temps que de continuité. Alors, revenons-en à cette question donc du lien entre reconversion et mémoire. Donc, comme je le disais, la reconversion, c'est une démarche qui va de pair avec la mise en valeur du patrimoine, et le patrimoine a cette vertu de donner à voir un rapport au temps, donner à voir un lieu dans son inscription dans la durée, et non pas comme d'autres types d'interventions, comme la rénovation, qui va plutôt dans le sens de on efface et on repasse et on recommence quelque chose de nouveau. Donc la vertu du patrimoine aussi, dans sa dimension tangible, matérielle, c'est d'être le support concret pour raconter l'histoire d'un lieu. On a besoin de ces supports concrets pour cela, pour ensuite introduire cette dimension plus immatérielle qui est le récit, qui est la transmission de témoignages, etc. Donc les deux vont de pair, hein. On a souvent cette distinction un peu commode, hein, entre matériel et immatériel dans le champ du patrimoine, mais les deux sont intrinsèquement liés, et finalement on a toujours besoin de rapports, d'éléments tangibles pour, je dirais, valoriser sur le plan immatériel un lieu, un héritage. Donc, dans ces anciennes emprises industrielles, on a des traces concrètes, matérielles, qui renvoient, par exemple, à des machines, qui renvoient à des modes de production, qui renvoient parfois à la trace très, très tangible et parfois très, comment dire, sensible et émouvante du passage des hommes et des femmes dans ces lieux. Ça peut être, j'ai visité récemment une ancienne usine villeurbannaise, ACI, qui était à l'origine usine Villard de Chappes, et qui qui comprenait, puisque la démolition a commencé, comprenait donc, par exemple, des graffitis liés au passage des ouvriers. Donc, il y a cette question du lien sensible au lieu qui est effectivement rendue possible par une démarche de reconversion et donc de transmission d'éléments matériels, de traces matérielles. Alors ça, c'est quelque chose, je me permets de le signaler, que j'ai pas mal creusé dans un ouvrage qui date déjà un petit peu, hein, qui est sorti en 2008, où j'avais questionné cette relation entre les traces matérielles et la transmission mémorielle. Donc, si on en revient à nos anciennes usines, alors certes, elles sont d'abord pour vocation d'être pratiques, d'être utiles. Alois Riegel parlait de monuments non intentionnels, c'est-à-dire que contrairement aux monuments au sens classique du terme, il ne s'agit pas d'afficher, je dirais, un pouvoir et puis d'inscrire ce pouvoir dans la durée. Non, là, on est dans autre chose, même si je verrai tout à l'heure qu'il y a quelques contre-exemples. Et donc, l'ancienne usine laisse le droit à la transformation, laisse une marge de transformation, avec toute la question ensuite de la plus ou moins forte intervention sur, je dirais, cet existant, au risque parfois d'y aller un peu fort et d'effacer des traces qui sont pourtant très utiles pour faire parler le lieu. La question de l'authenticité, une question dont on sait combien elle est complexe dans le champ du patrimoine. Alors, si on récapitule un petit peu cette relation entre reconversion, création et mémoire, donc il y a cette idée que reconvertir, c'est à la fois créer et en même temps éviter l'oubli et donc transmettre à la mémoire. C'est inscrire un édifice dans une continuité, là où finalement il n'a plus d'utilité. Donc là où il y a risque effectivement de disparition si l'utilité n'est pas poursuivie. Et il y a aussi cette volonté, à travers la reconversion, de donner une valeur mémorielle, monumentale, au sens étymologique du terme, hein. Monument, c'est ce qui fait se souvenir à ces édifices anciennement industriels. Et donc, on a bien, à travers la reconversion, on remplit bien cette condition de ce qu'on peut appeler la mise en mémoire, la transmission de la mémoire, à savoir la conservation d'une matérialité tangible, sensible, qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de raconter ce qui s'est passé là, ce qui a eu lieu dans ce lieu.
Et une dimension qui mérite d'être mentionnée d'emblée dans la question de l'évolution de ces sites anciennement industriels, c'est celle des machines, parce qu'on a de l'architecture, mais on a aussi des machines. C'est vraiment la grande particularité par rapport à d'autres édifices, même si il y a toujours une manière de meubler, si je puis dire, un édifice, et que ces meubles ont toujours une valeur. Pensons, je ne sais pas moi, à des châteaux Renaissance, s'ils sont vidés comme Chambord, évidemment, ils parlent moins que d'autres châteaux qui ont pu conserver leur mobilier. Et là, en quelque sorte, le mobilier, ce sont les machines. Et ce sont des machines qui, comment dire, sont vraiment très rarement transmises, parce que c'est un peu le premier réflexe quand il y a arrêt d'activité, c'est de se débarrasser de ces machines. Et donc voilà, c'est quelque chose à conserver. Il y aura l'enveloppe architecturale, mais il y aura aussi la question des machines. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis donc, par la suite, donc, je vais évoquer quelques types d'usines, quelques types d'industries, et questionner finalement le lien entre le type d'industrie en question, les usages qui sont ceux de la reconversion, hein, qui sont prévus par la reconversion, et puis la question de la mémoire ouvrière, qui est plus ou moins facilement transmise selon les types d'intervention, même si j'ai pu dire que la reconversion rendait possible la transmission des mémoires, en particulier des mémoires ouvrières, mais on verra que c'est plus ou moins le cas, hein, selon le contexte géographique, selon le type d'intervention. Alors, autre référence que j'introduis au fil de mon propos, donc c'est une autre référence de Emmanuel Réal, donc spécialiste du patrimoine industriel en Normandie, qui a donc publié cet ouvrage sur les reconversions dans le contexte de l'architecture industrielle. Et j'aime beaucoup ce titre, hein, l'architecture industrielle réinventée. On est bien dans cette logique-là, à la fois de transmission et de création, finalement. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un certain nombre de ces anciennes industries? Alors, même si on verra qu'il y a, comme je vous le disais, de grands types hein, qu'on peut identifier, il y a déjà une première grande caractéristique, c'est la robustesse. Hein. Il fallait qu'une usine soit voilà, robuste, résiste à un certain nombre de processus de production comment dire, nécessitant de l'énergie, nécessitant de travailler des matériaux à haute température, par exemple. Donc, en tout cas, la question de la résistance, ça peut être aussi le poids des machines, tout simplement. La question de la résistance est importante, résistance de la structure. Et cette robustesse, finalement, est une qualité sur le plan de l'intervention architecturale et qui, voilà, à elle seule, peut-être nécessite de se poser la question d'une réutilisation, voire d'une reconversion. Et souvent, on a des architectures de type classique poteau-poutre qui sont par ailleurs assez simples à transformer et à reconvertir. Donc ça, c'est quelque chose de caractéristique de cette industrie et de cette architecture industrielle. Alors, bien sûr, ça, c'est des caractéristiques très, très larges hein, qui méritent ensuite d'être un petit peu distinguées selon les types d'industries, selon les morphologies architecturales. Et comme je vous le disais, selon les cas de figure, on aura plus ou moins de capacité, à travers la reconversion, à respecter les traces et à transmettre la mémoire ou les mémoires. Alors, j'ai distingué, en m'appuyant là aussi sur le travail d'Emmanuel Réal, quelques grands types d'architecture industrielle. Je ne rentrerai pas dans un grand détail parce que, euh, voilà, parce que tout simplement, le temps est contraint et que je souhaite qu'on puisse échanger. Je prendrai donc à chaque fois peut-être un grand type, une typologie sur laquelle je m'arrêterai un petit peu, pour illustrer ce qui peut se produire dans le cadre de la reconversion. Alors, premier grand type, donc, ce qu'on peut appeler architecture industrielle fonctionnelle. Donc, ce sont des anciennes usines dont la forme nous dit la fonction. Hein, et dont la forme et la fonction sont étroitement intriquées, donc qui donnent des formes parfois assez caractéristiques d'ailleurs. Et ce sont généralement des usines de grande ampleur et qui, du coup,
dans le cadre de l'intervention architecturale, correspondent à de grands projets. Et ça, c'est important parce que qui dit grand projet dit enjeu de rentabilité derrière. Je veux dire que là-dessus, on ne peut pas ensuite faire n'importe quel type de reconversion, n'importe quel type d'activité, mais généralement, on le verra des activités plutôt à haute valeur ajoutée. Alors, le type que j'ai pris, j'en ai pris plusieurs, mais celui-ci est intéressant, c'est celui des manufactures et usines textiles. Alors, avec souvent des bâtiments d'un seul bloc, à étage, l'importance aussi des vitrages, des ouvertures, hein, pour que la lumière puisse pénétrer. Et du fait même de ce type d'activité textile, avec des machines lourdes, on a typiquement là des constructions extrêmement robustes, avec comment dire, oui, une structure qui est résistante. Et par ailleurs, c'est ce qu'on évoquait de manière très générique au tout début, une qualité aussi qui est celle de la plasticité finalement, puisque on a des plateaux qui ne sont pas comment dire, découpés, mais qui sont des grands plateaux libres. Il y a ces grandes façades aussi qui se prêtent à des formes de reconversion. Et tout ceci donc se prête encore une fois à des transformations assez, j'allais dire faciles. Ce n'est jamais facile ce type d'intervention, mais en tout cas c'est une typologie qui est plutôt propice à la reconversion. Et c'est sans doute pour cela que on a les premiers grands exemples en France en tout cas de reconversion qui s'inscrivent dans ce type d'industrie, et en particulier dans les régions où cette activité textile a été très dominante, hein. Ça peut être la région du nord de la France, ça peut être ici donc le cas à Lille avec l'ancienne usine Leblanc. Et on a là un duo d'architectes qui s'est illustré très précocement, Robert et Reichen, dans ce type d'intervention de reconversion. Je cite aussi, sans l'illustrer, un autre exemple de reconversion opérée par les mêmes architectes à Elbeuf, autre région caractérisée par cette puissance de l'industrie textile. Et là, on voit bien effectivement usine à étage d'un seul bloc, grandes fenêtres sur les façades, et puis aussi, bien sûr, la matérialité de la brique, hein, qui est caractéristique évidemment de ces régions. Là, un autre exemple intéressant dans une usine de tissage près de Rouen, qui a été reconvertie en école d'architecture, donc dans les années 2000, c'est ça. Autre grand type dans cette première grande typologie de grandes infrastructures, de grands bâtiments. Alors, ce ne sont pas des lieux de production en tant que tels, mais ils sont liés et on les assimile généralement d'ailleurs à des bâtiments de type industriel, donc les grands entrepôts dans les ports, avec cette logique de stockage des marchandises, à proximité même des bassins, et donc des bâtiments à la fois robustes aussi, à étages, extrêmement longs, hein, quand on a affaire à des ports de grande importance. Et ce sont des architectures qui ont fait l'objet un peu partout dans le monde, hein, dès les années 70, hein, ça a démarré en Amérique du Nord notamment, à des reconversions. Des reconversions dans cette logique d'attractivité qui émerge dans ces années 70, 80, d'attractivité des fronts d'eau. Waterfront, ça a été le modèle nord-américain. On a eu aussi la transformation, la reconversion de nombreux bâtiments le long de la Tamise à Londres. Et donc, ce sont des lieux qui ont donné lieu justement à des transformations privilégiant le loisir, la culture, le commerce, les bureaux et les opérations de logement haut de gamme, avec effectivement la figure même du loft qui est née dans ces contextes anglo-saxons, nord-américains, anglais. Alors, du point de vue mémoriel, c'est intéressant de signaler que la reconversion s'est traduite d'une certaine manière
par un effacement des mémoires du travail, des mémoires ouvrières, et on est typiquement dans des processus de gentrification, on pourrait le qualifier ainsi, donc de changement social des personnes qui, je dirais, accèdent et profitent de ces espaces transformés, reconvertis, compte tenu du fait que, effectivement, ce sont des espaces qui sont devenus extrêmement attractifs. Là, c'est un exemple français, puisqu'on est sur les docks Vauban au Havre, avec de nouveau l'intervention de Bernard Reichen sur cette opération. On pourrait citer également les docks de la Joliette à Marseille, avec l'architecte Castaldi. Voilà, on s'inscrit là dans une typologie qui est vraiment mondialisée de transformation de ces bâtiments portuaires. Autre grand type d'architecture fonctionnelle et qui a sa forme très caractéristique, celle des grands moulins, des minoteries. Là, on est sur une architecture qui est verticale et le processus de fabrication s'effectuant donc de haut en bas. Et ça se voit bien d'emblée, ça se lit bien d'emblée, puisque finalement les grains partent du sommet et la farine est récoltée tout en bas, au fil de la gravité. Et donc, chaque niveau étant dédié effectivement à une étape de transformation. Donc, on imagine bien la robustesse, là encore, de ce type d'usine, si l'on peut dire, et avec des grands moulins qui sont devenus un peu célèbres un peu partout, avec des transformations plutôt de prestige. Ici, on est dans le cadre d'une université, dans le 13e arrondissement de Paris. Donc là, c'est Rudy Ricciotti qui est intervenu. Alors, intéressant de mentionner Ricciotti, qui est à la fois un architecte connu pour, je dirais, ses créations, ses constructions ex nihilo. Ça peut être, par exemple, le Mucem à Marseille, mais qui a eu aussi des interventions remarquées sur de l'existant. Ici, donc, les grands moulins de Pantin, donc transformés en pôle tertiaire dans la première couronne nord de Paris. Et puis, là encore, on retrouve des architectes que j'ai déjà mentionnés. Et j'aurais pu illustrer aussi cela par nos grands moulins villeurbanais, d'autres grands moulins villeurbanais, 10 moulins de Strasbourg, qui étaient transformés, donc reconvertis, avec des démolitions partielles, on y reviendra, reconvertis donc en pôle pixel, qui est un pôle donc autour du numérique et des cultures du numérique, de l'activité autour de ce registre qu'est le numérique. Deuxième grand type d'architecture qui peut être commentée, c'est celle qu'on peut qualifier de standard, de rationnel, où finalement on va pouvoir loger des activités assez variées, sans que la forme diffère. Ce sont donc des formes très simples, répétitives, et ce sont souvent celles qui disparaissent en premier lieu. J'évoquais l'actuelle démolition en cours de la grande usine ACI à Villeurbanne. Voilà, on est typiquement dans cette typologie de grande halle et de shed, qui sont les deux grands types que l'on peut ranger derrière cette catégorie-là. Alors, certaines ont fait l'objet de reconversions assez magistrales et qui ont pu même faire modèle. C'est le cas ici toujours par le duo Reichen et Robert de la reconversion de la grande halle de la Villette, mais aussi d'autres halles. Toujours dans le contexte parisien ici, on est encore une fois dans une école d'architecture. C'est intéressant de noter d'ailleurs effectivement que l'enseignement de l'architecture a pu se loger dans des reconversions assez emblématiques, ce qui d'ailleurs témoigne du fait que de plus en plus les formations des architectes, j'ai moi-même enseigné plusieurs années avant d'être au RISE à l'école d'architecture de Lyon, s'oriente vers la reconversion. Il y a une prise de conscience de l'importance de cette activité pour les architectes. Donc ici, voilà, une transformation, une reconversion assez intéressante avec la cheminée qui est conservée comme objet repère, comme objet totémique. Et puis pour ce qui concerne les usines à shed, dont je rappelle ici le principe de construction régulière, un plan libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloison, on est généralement sur du rez-de-chaussée, pas d'étage. Les sheds, donc, avec cette orientation de la partie vitrée du V sur au nord, pour avoir un ensoleillement constant des ateliers.
Et du côté des sheds, comme je le disais, c'est assez banal et souvent, ils disparaissent un peu dans l'indifférence. Alors, quelques exemples quand même de reconversion intéressantes. Ici, un ancien garage à Anvers, Transformer Médiathèque. On peut imaginer la qualité de la lumière dans ce type de médiathèque. Le lieu unique, donc reconversion par Patrick Bouchin, on est à proximité de la gare de Nantes, dans les anciennes usines Lu, pardon, Lefebvre Utile, devenu lieu unique en 2000. Et là, on retrouve tout le propos de Patrick Bouchin dans ce type de reconversion qui est celui d'un propos d'intervention minimale, pour laisser le plus possible la patine, les traces, les matériaux qui sont constitutifs de cette ancienne usine. Et puis là, voilà, on voit qu'on est dans quelque chose de plus interventionniste, avec une ancienne usine Blin et Blin, la partie, en tout cas, shed de cette usine, qui a été reconvertie en salle de sport, en salle de boxe. Et puis j'ai pris un petit exemple local. Encore une fois, c'est la grande distribution qui a permis de transmettre cette ancienne usine villeurbannaise, usine textile, hein, comme le sont beaucoup des anciennes usines locales. Troisième grand type, je disais tout à l'heure, les usines, c'est d'abord quelque chose d'utile, mais il y en a eu certaines qui ont eu un rôle de prestige, un rôle de représentation. Donc celles-ci sont plutôt, je dirais, propices à la reconversion, à la patrimonialisation, mais effectivement, elles vont renvoyer en priorité à la mémoire des industriels eux-mêmes, hein, des élites industrielles. C'est le cas sur Loisiel, pour le siège social, ancien siège social de Nestlé, c'est le cas à Roubaix, avec la très belle filature mode bossu. Voilà une image de cette ancienne filature. Alors, quand je dis cela, c'est pas tout à fait exact, dans le sens où la reconversion a été celle d'archives nationales du monde du travail. Donc là, on est vraiment sur un objet mémoriel, archivistique, qui renvoie à, je dirais, ce monde du travail dans sa globalité, y compris évidemment le monde ouvrier. La question des bâtiments et de leurs machines, elle n'est pas simple, comme je vous le disais, puisque ces machines ont tendance à disparaître, mais les cas les plus riches, les plus intéressants sont ceux où l'on conserve et l'enveloppe architecturale et les machines. Nous avons là des projets muséographiques. Alors, on sait bien qu'on ne peut pas faire des musées dans toutes ces anciennes usines, mais celui du centre historique de Levarde, le centre historique minier, est un très bel exemple avec là aussi une création, hein, puisque la partie qui est en verrière ici a été donc une greffe, hein, qui a été opérée pour je dirais, rajouter de l'espace, créer un espace d'accueil, et ça met en valeur effectivement ce site-là. Là, un autre exemple assez étonnant, assez remarquable, où la centrale électrique à Monte Martini à Rome a conservé ses tuyauteries, a conservé sa machinerie, et on y a logé donc un musée d'art antique. Là, c'est un tableau auquel je vous renvoie si vous intéresse, hein, c'est toujours dans le manuel de Fluke, et c'est intéressant puisque selon effectivement les types d'usines, on a, à travers l'analyse d'un corpus de reconversion, selon l'auteur, donc les types qui s'associent, enfin les reconversions qui fonctionnent le mieux. Par exemple, l'usine à étage, c'est propice à la transformation en logement. Donc, nombreuses usines textiles du Nord ont été transformées en logement. Les grandes halles se prêtent bien à des transformations en lieux culturels ou en musées. Voilà. Donc, je trouvais ce croisement entre typologie d'usine et puis reconversion assez intéressant. Alors, je termine sur un propos qui a été travaillé à partir de témoignages d'architectes qui interviennent dans ce type de reconversion, pour essayer de voir un petit peu quelles sont les manières de faire pour, à savoir, transmettre sans figer, donc transmettre tout en créant. Donc, ce qui revient dans les discours, c'est ce sont des gens qui prennent au sérieux l'existant, qui le regardent de très près, qui en font une analyse fine, d'archéologie industrielle, c'est un point de vue, et qui ont pour posture de respecter le bâti, alors ce qui ne veut pas dire tout conserver, il y a des choix qui sont opérés parfois. Parfois, on va décider de garder plutôt l'usine à étage, et que les sheds qui sont jugés moins rares vont être démolis pour créer des espaces, pour créer des cours, des jardins.
Ça peut être ce type d'intervention-là. Autres démarches qui se veulent respectueuses, c'est essayer de s'adapter quand même au bâtiment existant, pas essayer de le tordre par rapport à ce qu'il est. Donc ça renvoie toujours à cette question de la compréhension, de l'analyse fine de ces bâtiments. C'est aussi dans la démarche qui est celle finalement de la charte de Venise, hein, c'est se dire on va intervenir de sorte que notre intervention, notre reconversion, elle puisse être réversible autant que faire se peut, qu'on n'ait pas des actes qui soient irréversibles et qui, je dirais, déforment le bâtiment hérité. Et puis, on l'a vu, c'est particulièrement net chez quelqu'un comme Patrick Bouchain, essayer d'être assez minimaliste dans son intervention. Et je redonne cette image de extérieure, cette fois-ci, des anciennes usines Lu à Nantes. Et donc, pour revenir un peu sur les intérêts qu'on peut voir dans ce type d'intervention qu'est la reconversion, ils sont de différents ordres. Hein. C'est des intérêts d'abord d'ordre économique. Alors, c'est très débattu cette histoire-là. Hein. Je rentre pas dans le détail, savoir si c'est plus coûteux, moins coûteux. En tout cas, il semblerait que quand le bâtiment n'est pas trop, quand le bâtiment, je dirais, a une forme qui correspond bien à la fonction de la reconversion, qu'il n'y a pas besoin de grandes interventions, de lourdes interventions, ça pourrait être plus économique hein, de reconvertir un bâtiment que de construire un bâtiment neuf. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet de conserver des matériaux anciens, d'éviter des démolitions de témoins d'une aventure industrielle, de transmettre les mémoires. Ça, c'est une plus-value évidente. Mais y compris en termes de transition environnementale, qui dit démolition dit finalement consommation destructrice d'une énergie grise. Hein. C'est ce qu'on appelle l'énergie qui est finalement rassemblée dans un bâtiment. Parce que pour construire un bâtiment, il a fallu déployer de l'énergie, extraire des matériaux, les mettre, les assembler. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier qu'une démolition, c'est une forme de gaspillage d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus en compte hein, dans le cadre de la limitation de l'émission de gaz à effet de serre. Et puis, bon, je terminerai sur cette question de l'enjeu mémoriel. Effectivement, c'est la meilleure façon de ne pas effacer une histoire qui est importante pour nos villes, nos régions. En conclusion, on pourrait donc qualifier cette reconversion de conservation dynamique. Il y a cette dimension à la fois conservatoire et puis évolutive, s'adapter aux besoins actuels. C'est une pratique d'avenir. Comme je le disais, les écoles d'architecture s'orientent de plus en plus vers la formation des jeunes architectes dans ce domaine-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les héritages industriels se prêtent à des formes d'innovation, d'expérimentation, qui peuvent ensuite être appliquées sans doute dans d'autres types de bâtiments. Et je ferai juste allusion, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner une thèse sur le sujet, par exemple une typologie qui est celle des églises, hein, dont on sait qu'un certain nombre, si on veut les transmettre, devront être et ont été déjà reconvertis. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On avait prévu de laisser une petite place à l'échange après votre présentation. Donc, les personnes présentes, n'hésitez pas à prendre la parole et poser votre question si vous en avez. Pensez à bien réactiver vos micros et la vidéo, accessoirement. Bon, je vais me lancer si vous voulez. Ah, bah, il y a Madame Fabre qui a demandé la parole. Donc, Michel, je vous fais passer en deuxième. Oui, bonjour, je suis donc architecte au Parc du Pilat. Je représente des collègues aussi qui s'occupent donc de tout ce qui est transmission des savoir-faire et médiation de manière générale au sein de l'équipe. Ma question, elle était sur le rapport d'échelle en fait au territoire. Dans la préservation des patrimoines, on est souvent soumis à la question du rapport entre la zone géographique, on va dire, d'influence aussi de la construction.
qui du coup, pour un petit territoire donné, peut avoir eu une très grande importance, mais dès qu'on prend une échelle plus large, celle du département, de la région, ou même encore plus du coup, par exemple, de la France ou autre, finalement, a très peu d'importance. Et du coup, ma question, elle est comment, en fait, on arrive à faire valoir cette question-là de l'importance de cet héritage au sein d'une commune, d'une sorte de communauté restreinte, ou en tout cas sur un territoire géographique très restreint. Je ne sais pas si j'aurai tous les éléments pour vous répondre, mais ce que vous décrivez finalement, n'est-ce pas, je dirais, le cas le plus courant d'un certain point de vue. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose quand on est dans une grande métropole et quand on est en espace rural montagnard, mais ceci dit, n'est-ce pas toujours finalement les habitants les plus proches qui ont été peut-être pour certains directement concernés d'ailleurs, hein, qui sont les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs défenseurs finalement d'un héritage donné, quitte ensuite, et c'est tout l'enjeu, hein, et là j'ai pas de réponse simple, quitte ensuite évidemment à pouvoir sensibiliser plus largement. À l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une communauté de communes, voire au-delà, pour ce qui concerne la reconnaissance ultime qui est celle du monument historique. Mais en tout cas, moi, je crois beaucoup au fait que c'est autour de la naissance et de l'animation, par ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers les communautés patrimoniales, qu'on peut aboutir à une sensibilisation et finalement à exprimer qu'un lieu, un ensemble industriel fait sens. Et on a souvent, dans le cadre de ces communautés patrimoniales, une grande créativité, une grande capacité de proposition. Donc effectivement, peut-être qu'il y a toujours, d'un certain point de vue, ce jeu d'échelle. Moi, j'ai en tête, par exemple, même si ça n'a pas véritablement fonctionné, mais à propos de cette usine ACI à Villeurbanne, qui est-ce qui s'en est un petit peu ému, qui est-ce qui s'en est un petit peu intéressé? Ce sont effectivement les riverains du quartier, hein, qui ont d'ailleurs souhaité au moins bénéficier d'une visite privilégiée avant démolition quasi totale, hein, du site. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de communauté patrimoniale qui a pu émerger et puis défendre le site dans un contexte de très forte pression foncière, vous l'imaginez. Mais moi, je crois beaucoup à cette question d'une proximité pour défendre finalement la transmission mémorielle. Merci. Donc, Michel, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, merci. Bonjour. Pour vous situer, je suis dans les Hauts-de-France, donc merci d'avoir donné quelques beaux exemples, en effet, mais il n'y a pas que cela, dans votre région également. En fait, c'est pas une question, mais en effet une réflexion, étant dans un parcours un peu similaire que Patrimoine Oral-Alpin, je dirais quand même que c'est vrai qu'on ne peut pas tout sauver, et tout n'est pas en effet à sauver, à reconvertir, parce que, mais je pense qu'on, comme vous le disiez, on a beaucoup avancé, notamment le monde des archives, etc., et des politiques, sur le fait que, après les crises, on n'a plus fait forcément table rase pour un monde meilleur, mais on a pensé en effet à sauvegarder, à reconvertir, et c'est très bien. Et je pense qu'un bel exemple, c'est, vous en avez montré d'ailleurs, un peu anecdotique, mais important, c'est la sauvegarde des cheminées, en effet industrielles, qui n'ont pas de fonction nouvelle dans la reconversion, sauf qu'ils deviennent une nouvelle enseigne, un nouvel emblème ils peuvent devenir, pardon, une nouvelle enseigne des lieux reconvertis. Et
Et en fait, mon propos, c'était pour dire quand même que je pense que les politiques, je vais donner un exemple régional, excusez-moi, mais les politiques s'approprient de plus en plus cette notion en effet de reconversion, et notamment les communautés de communes ou les communautés d'agglo qui ont cette délégation de tourisme notamment. Et je vois par exemple ici sur la région des Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais notamment, on a une communauté de communes de la région d'Audouic qui a, sur un port d'entrée touristique, est en train de reconvertir un petit lieu industriel. Et c'est ça qui est aussi intéressant, montrer qu'il n'y a pas que les grands ensembles, en effet, les grandes filatures, le mode bossu, bien sûr, avec les Archives nationales du monde du travail, c'est un super exemple, mais il y a aussi des petits lieux, des petites usines, des petits lieux de production, et il y a notamment une sécherie de chicorée qui sera la seule réhabilitée, il y en avait des dizaines, des centaines dans notre région, qui est la seule réouverte, réhabilitée, enfin reconvertie, pardon, et accessible au public, avec cette sauvegarde justement des machines, là par chance, des machines. Voilà, je crois qu'on est quand même dans un bon cheminement. Et puis, et en effet, dernière chose, ce que vous disiez tout à l'heure, malheureusement, les machines ont souvent disparu. Et puis surtout, vous l'aviez écrit là dans votre PowerPoint, surtout la mémoire des savoir-faire, d'où l'importance aussi, alors c'est un peu hors propos peut-être, mais la collecte de la mémoire auprès des anciens, les gestes notamment, ça, je pense que c'est super important. C'est moins facile dans les cas de reconversion, mais c'est aussi un enjeu qui me semble hyper important. Voilà. Merci en tout cas effectivement de nous parler de ces nombreuses initiatives dans le nord de la France. Il se trouve, pour l'anecdote, que pour la fête du Riz, donc c'était le 10 juin dernier, nous avions invité une délégation de Roubaix dans le cadre de notre année consacrée à l'histoire textile. Et donc, c'est l'association Le Non-Lieu qui occupe d'ailleurs l'ancienne usine Cavrois-Maheu, qui était présente avec la directrice des archives du monde du travail. Donc, et voilà, ça nous permet aussi de nous nourrir d'initiatives et d'une grande créativité du côté de cette région en matière de, finalement, ce que je trouvais intéressant dans les propos qui ont été tenus, les exemples qui ont été évoqués, c'est de conjuguer finalement cette préoccupation mémorielle et patrimoniale avec la création architecturale, mais aussi création artistique, et puis surtout aussi la mobilisation des habitants. Et là, c'est effectivement un vecteur, je le disais tout à l'heure, majeur pour effectivement pouvoir faire émerger l'idée de prendre soin finalement de lieux anciennement industriels, y compris, comme vous le dites, de petits lieux qui sont particulièrement exposés. On va partir du côté de l'Auvergne avec Madame Carton. Bonjour. Bonjour à tous. Donc oui, moi j'appartiens à Clermont-Auvergne Métropole, et Clermont-Auvergne Métropole est dans une démarche de labellisation au Pays d'art et d'histoire. On est en train de constituer le dossier de candidature, et notre patrimoine est assez industriel finalement. Quand on regarde, on pense aux usines Michelin, mais il n'y a pas que ça. Et je voulais savoir si dans la définition que vous avez de ensemble industriel, vous associez systématiquement l'usine à ces cités ouvrières. Et est-ce que c'est pris en compte systématiquement? Est-ce que les cités ouvrières sont traitées à part, on va dire, comme un habitat particulier à part, ou bien si ça forme un tout dans cette notion d'ensemble industriel? Voilà mes questions. Du coup, je crois que la question s'adresse à Patrimoine Oral, pas. J'allais demander du coup si c'était… Non, c'est une définition générique, voilà, pour les historiens de l'art. Et puis, qu'est-ce que vous mettez, parce que vous nous avez montré énormément d'exemples d'usines, finalement, de lieux de production, avec un petit exemple d'une cité du Nord, d'une cité ouvrière du Nord. Mais moi, j'aimerais savoir, dans la définition un peu, peut-être pas philosophique, mais qu'est-ce que vous entendez dans ensemble industriel? Est-ce que c'est juste l'usine et ses machines et sa main-d'œuvre, ou est-ce que c'est également la cité qui va avec?
Je réagis, puis je laisserai la parole à Céline ou Marie-Hélène. Du point de vue des spécialistes de l'archéologie industrielle, on ne peut pas séparer effectivement ce que sont les lieux de production, les lieux de résidence, de logement de la manœuvre. D'ailleurs, toute la strate de la manœuvre, ce qu'on retrouve dans certaines cités industrielles ou ensembles industriels avec la hiérarchie des logements, comme à Vaux-en-Velin par exemple, et puis également toutes les infrastructures. Et on pourrait rajouter à cela effectivement les archives, on pourrait rajouter les machines. Donc effectivement, je me base plutôt sur une approche, même si le propos était peut-être centré sur l'architecture. Moi, je me relie volontiers à cette approche vraiment globale de ce qu'ont été les territoires industriels dans leur globalité. D'accord, merci beaucoup. Marie-Hélène, je ne sais pas si vous voulez compléter. Le micro, on ne vous entend pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les ensembles industriels remarquables sont bien des ensembles. Okay. Avec tout ce qui va avec, ça peut être des écoles, ça peut être églises, des lieux de culte, ça peut être des lieux de soins. C'est vraiment la globalité de la chose qui est intéressante dans la notion d'ensemble industriel. D'accord. Me semble-t-il. Céline? Pas mieux. D'accord, merci. Merci madame. On peut prendre encore, on avait commencé à 9h35, il est 10h34. S'il y a vraiment une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la poser. Du coup, parmi les questions qu'il y avait dans le chat, Monsieur Véchambre, la demande de votre présentation, est-ce que vous êtes d'accord pour faire passer aux membres présents votre présentation? Alors, il faudra juste que je vérifie la question des droits d'image. C'est toujours un petit peu la question qui peut se poser. À la limite, si je peux enlever les images qui ne sont pas les miennes. Voilà. Tout à fait. Ça, et du coup, je vais passer, Céline, ce diaporama. Oui, parce qu'il a été effectivement demandé à plusieurs reprises et je crois que ce sera un appui précieux. Je ne manquerai pas de le diffuser. Tout à fait. Bon, écoutez, si nous n'avons plus de questions, nous allons clore cette conférence. Monsieur Véchambre, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Je ne suis pas une spécialiste aussi pointue que Céline et que vous tous qui êtes là. Moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, merci beaucoup. J'espère que c'était pareil, même si c'était en moindre quantité pour chacun de vous. Je vous remercie tous. On vous fera donc passer, puisque Monsieur Véchambre est d'accord, le PowerPoint de cette réunion. Et je vous dis à bientôt pour une autre réunion. Mais Céline me dit qu'il faut qu'elle dise encore des choses. Donc, je laisse le dernier mot à Céline. Non, il y avait encore une dernière question. Apparemment, Marie Fabre du PNR du Pilat voulait reprendre la parole sur la captation des savoir-faire. Vous venez de le mettre dans le chat. Donc, Oui, voilà, simplement, on a surtout parlé effectivement bâtiments et objets, on va dire, construits. Dans la question de la reconversion, mais il a été aussi abordé cette question des savoir-faire et du coup la question de la captation de ces savoir-faire qui principalement, en tout cas aujourd'hui, quand on commence à s'intéresser à ce patrimoine industriel, a disparu. Comment aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'association ou enfin voilà des structures qui s'intéressent à ces questions-là, vous arrivez à mobiliser en tout cas des outils pour la captation de savoir-faire, les difficultés qui peuvent être rencontrées aussi par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est très clair.
En fait, en ce qui concerne les savoir-faire, si mes souvenirs sont justes, et Céline, je vais vous renvoyer la balle parce que vous avez meilleure mémoire que moi. Nous avons récompensé dans le cadre des prix Euralpin du patrimoine une création qui permettait de refaire des gestes dans une usine textile. Est-ce que vous pouvez préciser, Céline, s'il vous plaît? Alors, on était en plus sur votre territoire, on était dans le Pilat. Oui. C'est Didier Lazareski qui avait mené ce dossier. Peut-être en avez-vous connaissance Oui, mais du coup, c'était voilà, pour savoir s'il y avait d'autres démarches qui étaient, qui étaient engagées, d'autres manières de faire. On est toujours dans cette dynamique-là au sein du parc, de la préservation bâtiment et savoir-faire, en fait, et de la transmission des deux. Alors, à ce titre-là, Muriel Jacquemont du département de l'Ain souhaite prendre la parole, donc je lui la laisse dans 2 minutes. Mais je sais aussi qu'il y a eu un gros travail de fait du côté des tanneries Roson à Saint-Symphorien sur Oise. J'hésite tout le temps entre Ozon et Coise, mais c'est dans le département du Rhône, côté justement Loire. Et du coup, ils ont fait un gros travail et sur le bâti et sur la captation des savoir-faire qu'ils souhaitaient rétrocéder au sein de ces tanneries. Donc, si jamais je peux vous mettre en relation si besoin. Oui, avec plaisir. Muriel. Alors, moi, c'était juste une intervention liée à la question de Marie Fabre. Nous, sur la cuivrerie de Cerdon qu'on vient de réhabiliter, on a les bâtiments, les machines et on a aussi fait des captations de savoir-faire. Ce qui a été compliqué dans le sens où pour trouver d'anciens ouvriers chaudronniers, c'était loin d'être simple. On a eu la chance d'en trouver un ou deux. Et surtout, on a été accompagnés par des compagnons du devoir qui ont pu refaire les gestes sur les machines. Mais ça a été un gros travail avec des restaurateurs, des mécaniciens, des compagnons du devoir et d'anciens ouvriers. C'est pas simple à mener, mais c'est possible quand on a encore les personnes. Merci. Du coup, votre question fait rebondir beaucoup. Donc, Michel, vous voulez reprendre la parole? Oui, alors c'est en effet, ça me semble capital. Je l'ai évoqué très rapidement, et c'est un gros travail qu'on fait nous au sein de Prositex sur justement la collecte de mémoire. Trop souvent, en effet, on a des outils et finalement, on ne sait plus comment ça fonctionne, et trop souvent et de plus en plus. Et donc, c'est comme si voilà, on avait un objet qui vient finalement d'une autre planète, alors que finalement, ces machines-outils ont été utilisées il n'y a pas encore si longtemps, mais la mémoire se perd très vite. Donc ça, c'est super important. C'est pas facile comme l'autre personne le disait précédemment, parce que c'est la collecte de mémoire, pour moi, c'est le patrimoine le plus difficile et le plus dangereux, entre guillemets, justement à sauvegarder. Bon, il y a des problèmes juridiques, etc., mais aussi, on le voit souvent, et je le redisais hier, on avait une grosse réunion sur le patrimoine maritime, donc ça n'a rien à voir, se poser toujours la question, pourquoi on va faire de la collecte? Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que si c'est pour le mettre dans un tiroir, et je le vois tous les jours, si c'est pour le mettre dans un tiroir, que ce soit de la captation audio et vidéo, ça ne sert pas à grand-chose. C'est sauvegardé, mais finalement, voilà, c'est tout. C'est se poser la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le valoriser au sein d'un lieu, au sein d'un site internet, et de là découle justement une manière de faire cette captation, cette collecte de mémoire.
hein. Et ça, enfin, souvent j'insiste là-dessus, mais ça me semble primordial. Mais c'est hyper important en effet, parce qu'il y a urgence, parfois urgence humaine, l'âge aidant, et on a beaucoup, nous, de musées du réseau où on a des machines et on ne sait plus. On ne sait plus comment elles fonctionnaient il y a encore quelques dizaines d'années finalement. C'est un beau sujet d'autres conférences pour Patrimoine Oralpin, je trouve, Marie-Hélène et Céline. C'est noté, Michel, c'est noté. Madame Carton, vous souhaitez réagir également? Oui, c'est juste pour abonder dans ce sens et de dire qu'en fait, il existe une mission nationale qui s'appelle PATSTEC, c'est un peu compliqué, Patrimoine scientifique, technique et contemporain, en fait, qui a pour mission d'inventorier en fait tout le patrimoine immatériel de savoir-faire, mais également les machines qui vont de la recherche en laboratoire jusqu'à la production réellement industrielle. Et ça peut aider. Ça a été mis en place au départ par le musée des conservatoires des arts et métiers à Paris. Et finalement, maintenant, c'est pris en charge par l'État. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et nous, par exemple, à Clermont, il y a eu des objets de l'ancienne sucrerie Bourdon qui ont été donnés au muséum Lecoq, Henri Lecoq à Clermont, et au musée Bargouin également, et qui vont être inventoriés, traités, etc., sur la fabrication sucrière. Voilà, donc c'était pour ajouter ça. Merci. Merci pour ce Bon. Bonjour, Sarah Mosselin, je travaille à la direction du patrimoine historique du Vichy-Co. Je voulais juste intervenir par rapport à la collecte de mémoire. Juste pour vous donner une piste au cas où, nous on a monté un partenariat avec une radio locale et on fait de la collecte de mémoire en EHPAD par rapport à notre TACO. Peut-être certains ont eu aussi des TACO et en fait elle en a fait une chronique. Donc elle diffuse en radio, qu'elle va diffuser tout l'été. Voilà, c'est juste une piste pour dans l'idée de que fait-on de la collecte. Eh bien, on peut aussi utiliser des moyens comme ça pour valoriser les témoignages. Voilà, c'était juste une idée. Merci. Merci beaucoup. Bon. Céline, je vous laisse le soin de conclure. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Monsieur Véchambre, merci beaucoup pour votre intervention très, très riche d'enseignements. Comme d'habitude, on savait que c'était parti pour. Vous pourrez donc retrouver ces informations. On mettra sûrement en podcast la présentation sur notre site Patrimoine industriel, enfin notre page de notre site Patrimoine Oralpin. Et du coup, la présentation, bien entendu, vous sera transmise des réceptions à Patrimoine Oralpin. Vous nous laissez quand même un tout petit peu de temps à nous et à Monsieur Véchambre, parce que la fin de l'année est un tout petit peu dense. Donc en fait, on vous enverra ça comme devoir de vacances. Merci à vous et pour ces échanges également. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.